Mon fils de 8 ans est rentré à la maison, m'a serré dans ses bras et a chuchoté. Ils ont mangé au restaurant pendant que j'attendais dans la voiture pendant 2 heures. Je n'ai pas posé de questions. J'ai juste pris mes clés, conduit jusqu'à la maison de mes parents, suis entré, et sans réfléchir, j'ai fait ceci. Ils ont laissé mon fils de 8 ans seul dans une voiture garée pendant qu'ils sont allés au restaurant et ont déjeuné pendant plus de 2 heures. C'était la première phrase qui est sortie de sa bouche quand il est rentré à la maison. Il n'a pas pleuré. Il ne s'est pas mis en colère. Il ne semblait même pas confus. Il est juste entré, m'a serré dans ses bras comme si de rien n'était, et a dit ces mots tranquillement. Ils sont allés au restaurant. J'ai attendu dans la voiture pendant 2 heures. Je suis resté là dans notre cuisine, sans vraiment comprendre ce que je venais d'entendre. Mes mains tremblaient, et je n'étais pas sûr si c'était de la rage ou de l'incrédulité. Mais je n'ai posé aucune question. Pas encore. Je ne voulais pas le forcer à expliquer quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver en premier lieu. Je lui ai dit de rester à l'intérieur, j'ai pris mes clés et je suis parti. 10 minutes plus tard, je me tenais dans l'entrée de la maison que j'ai achetée pour mes parents. Ils étaient assis dans le salon comme si c'était un après-midi paresseux comme les autres. Ma mère pliait un panier de serviettes. Mon père avait un verre de thé glacé à la main. La télévision diffusait quelque chose auquel aucun d'eux ne prêtait attention. Aucun d'eux n'a même demandé pourquoi j'étais là. Je leur ai dit clairement, vous avez 24 heures pour emballer vos affaires. Vous quittez cette maison. Ma mère s'est figée. Mon père m'a regardé comme si je parlais une autre langue. Je l'ai répété. Mon père a ri comme si c'était une sorte de blague, comme si je n'avais pas dit que je savais qu'ils avaient laissé leur propre petit-fils enfermé dans une voiture comme si ce n'était rien. Ma mère a semblé nerveuse pour la première fois depuis des années. Je leur ai demandé si c'était vrai. Ils ne l'ont pas nié. Ma mère a dit qu'il ne voulait pas entrer, qu'il était capricieux, qu'il faisait une crise avant qu'il n'arrive au restaurant, et qu'ils ont pensé qu'il valait mieux le laisser assis dans la voiture. Mon père a ajouté que ce n'était que 2 heures et qu'ils sont allés le voir à mi-chemin. Ils étaient allés manger dans un bon restaurant italien avec ma sœur, ses 2 enfants, et apparemment sans se soucier du fait qu'ils avaient laissé leur petit-fils assis à l'arrière d'une voiture chaude avec les fenêtres entr'ouvertes et sans climatisation. Ils avaient fait une réservation pour 5. Mes parents, ma sœur, sa fille, son fils, pas de place pour mon enfant. Ils ne l'ont pas oublié. Ils l'ont exclu exprès. Au-delà de pourquoi. Ma mère a dit qu'il était trop pénible ces derniers temps. Que ses autres petits-enfants étaient plus faciles, plus polis, plus prévisibles. Ils savaient comment se comporter dans un restaurant contrairement à lui. C'est là que j'ai arrêté d'écouter. Je savais depuis longtemps que mes parents préféraient ma sœur. Tout le monde dans la famille le savait. Ils avaient vendu leur ancienne maison et utilisé l'argent pour acheter un appartement à ma sœur et l'aider à ouvrir une boutique qui a fait faillite en moins d'1 an. Quand je les ai confrontés à ce sujet à l'époque, ils ont dit qu'ils me faisaient confiance pour me débrouiller seul, que ma sœur avait besoin de plus d'aide. Je n'ai pas discuté. J'ai continué à les aider quand ils en avaient besoin. J'ai payé leurs factures de service public sans qu'ils me le demandent. Je les ai renfloués quand leur voiture est tombée en panne. J'ai même acheté la maison dans laquelle ils étaient assis. Je l'ai transférée à leur nom. Je n'ai rien demandé en retour. Mais il ne s'agissait plus de favoritisme. Il s'agissait de cruauté. On ne laisse pas un enfant seul comme ça. On n'isole pas un enfant de 8 ans pendant qu'on rit autour d'assiettes de pâtes et de boissons avec ses petits-enfants préférés. On ne rejette pas quelqu'un d'aussi jeune parce qu'il n'est pas aussi facile ou pratique. Je leur ai dit encore une fois, 24 heures. Sortez. Ma mère a essayé de se défendre. Elle a dit que j'exagérais, qu'il était en sécurité, qu'il allait bien. Mon père a dit, peut-être que la prochaine fois, je devrais apprendre à mon enfant à se comporter si je veux qu'il soit inclus. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je ne reconnaissais plus aucun d'eux. Je me suis retourné et je suis parti. J'ai conduit jusqu'à la maison. Mon fils était sur le canapé en train de regarder un dessin animé. Il n'a rien dit quand je suis entré, et je n'en ai pas parlé. Pas encore. Mais je savais une chose. Il ne serait plus jamais près de lui. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était que la première fissure dans un mur qui retenait des années de choses que je n'avais pas vues clairement jusqu'à présent. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de ma sœur. Pas de mes parents, d'elle.
Elle n'a même pas demandé comment allait mon fils. Elle est allée droit au but, m'accusant d'exagérer et de créer un drame là où il n'y en avait pas. Je n'ai même pas demandé comment elle l'avait su si vite parce que je le savais déjà. Ma mère l'avait appelé la nuit précédente, pleurant et déformant l'histoire comme elle le faisait toujours. Apparemment, dans leur version des faits, j'avais fait irruption dans leur maison en criant, leur avais jeté des papiers et était sorti en menaçant de les laisser sans abri à cause d'un petit malentendu. Ce qu'ils ont omis, c'est la partie où ils ont laissé un enfant dans une voiture. Je lui ai dit qu'elle ne faisait pas partie de la conversation et j'ai raccroché. Puis j'ai officialisé la chose. Cet après-midi, j'ai demandé à un avocat de rédiger un avis de résiliation d'occupation prenant effet immédiatement. Techniquement, je suis toujours propriétaire de la maison. Je leur ai transféré la maison en vertu d'un accord privé, mais le titre était à mon nom. Je les avais laissés y vivre gratuitement. Les impôts fonciers, l'entretien, l'assurance, tout était payé de ma poche. J'ai imprimé le document et suis retourné sur place. Je ne suis même pas entré cette fois-ci. J'ai laissé la lettre dans la boîte aux lettres, j'ai pris une photo et j'ai envoyé un SMS à mon père pour qu'il vérifie son courrier. En moins d'une heure, j'ai reçu une série de messages furieux de leur part à tous les deux. Ma mère a envoyé des captures d'écran d'anciens reçus de l'époque où il m'avait aidé après l'université, comme si elle encaissait un acompte 2 décennies plus tard. Mon père a essayé de me culpabiliser, a dit que je brisais la famille à cause d'un dîner mal compris. Mais je n'étais plus en colère. J'étais concentré, froid même, parce qu'il ne s'agissait pas seulement du restaurant. C'était juste l'exemple le plus récent, le plus dégoûtant de quelque chose que j'avais passé des années à essayer d'ignorer. La façon dont ils avaient toujours traité ma sœur et ses enfants comme des rois, alors que mon fils et moi n'étions qu'une obligation. Elle avait fait des erreurs, de multiples entreprises en faillite, des changements d'emploi fréquents, 2 ruptures difficiles, mais il la traitait toujours comme un prix. J'avais un emploi stable, j'ai élevé mon fils seul après que son père nous ait quittés, et d'une manière ou d'une autre, j'étais celui qui était indépendant et dont il n'avait pas besoin de s'inquiéter. Mon fils avait 8 ans. Il était intelligent, curieux, et oui, parfois plein d'énergie, mais jamais difficile, jamais méchant. La façon dont il parlait de lui, comme s'il était un problème à gérer, me rendait malade. 24 heures plus tard, il n'était toujours pas parti. Alors, j'y suis retourné. Quand je suis entré, l'énergie dans la pièce avait changé. Les cartons étaient à moitié remplis. Mon père était assis au bord du canapé. Ma mère était dans la cuisine en faisant semblant de ne pas m'entendre entrer. Je leur ai demandé une dernière fois, comprenez-vous pourquoi cela se produit? Et mon père a dit sans ciller, ton fils provoque cela lui-même. Il fait des siennes. Il n'écoute pas. Nous n'allions pas récompenser un mauvais comportement. C'était tout. Le dernier clou. Je leur ai dit qu'ils avaient jusqu'à la fin de la journée. Après cela, je changerais les serrures et déposerais un avis d'expulsion. Ils pouvaient porter l'affaire devant les tribunaux s'ils le voulaient. Je suis sorti. Je pensais peut-être qu'il se calmerait. Peut-être qu'il ressentirait une sorte de remords. Mais plus tard dans la soirée, ma mère a publié un statut sur Facebook, vague bien sûr, sur la façon dont certains enfants oublient les sacrifices que leurs parents ont faits et sur la façon dont le manque de respect est la véritable pandémie de nos jours. Je n'ai pas commenté. Je ne lui ai pas envoyé de message, mais quelques-uns de mes cousins l'ont vu. Et l'un d'eux m'a envoyé un SMS, et « Est-ce que ça parle de ton enfant ?» C'est là que j'ai réalisé qu'ils n'essayaient pas seulement de dissimuler ce qu'ils avaient fait. Ils essayaient de lui en faire porter le blâme. Ils n'étaient pas désolés. Ils étaient amers. Ils s'étaient fait prendre. Mais je n'avais toujours aucune idée de ce qui allait arriver ensuite. Au moment où je me suis garé le soir suivant, leur voiture était déjà chargée. Il y avait des cartons empilés dans le coffre, des sacs en plastique fourrés sur la banquette arrière, et mon père arpentait l'allée comme s'il voulait que quelqu'un soit témoin de l'injustice de tout cela. Ma mère se tenait près de la porte d'entrée, un sac d'épicerie à la main, comme si elle ne savait pas où le poser. Ils avaient fait leur valise, mais ils ne croyaient pas que j'irais jusqu'au bout. Pas avant de me voir marcher vers la porte d'entrée avec un serrurier. Mon père s'est avancé, a essayé de me bloquer, a dit que c'était toujours leur maison. Que la famille ne fait pas ça aux autres. Je ne lui ai pas dit un mot. J'ai regardé le serrurier et j'ai fait un signe de tête. Cela a pris 5 minutes. La serrure de la porte a été changée. Leur clé ne fonctionnait plus. Quand le serrurier est parti,
mon père m'a suivi jusqu'à ma voiture, continuant de dire que j'avais laissé un enfant ruiner la famille. Il a dit que je les punissais pour des décisions parentales. Je me suis retourné et je lui ai posé une question. Auriez-vous laissé les enfants de ma sœur dans une voiture pendant 2 heures? Il n'a pas répondu. Il n'avait pas besoin de le faire. Cette nuit-là, ils se sont enregistrés dans un motel. Je le sais parce que ma mère m'a envoyé l'adresse par SMS et a dit qu'elle espérait que j'étais heureux qu'il soit maintenant à la rue, et que je devrais peut-être l'expliquer à mon fils un jour, comme si c'était lui qui leur avait fait ça. Mais je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis assis avec mon fils et je lui ai doucement demandé ce qui s'était passé ce jour-là. Tout, chaque détail. Et il m'a raconté. Ils sont allés le chercher à l'école et ont dit qu'ils allaient dans un endroit spécial. Il a pensé peut-être à un film ou au parc. Il était excité. Il n'a pas posé de questions quand ils se sont garés sur le parking du restaurant. Mais quand il a voulu ouvrir sa porte, mon père lui a dit de rester là, qu'il serait rapide, que ce n'était pas pour lui. Il a attendu. Il les a regardés entrer. Il a dit qu'il n'arrêtait pas de regarder la porte du restaurant, pensant qu'ils allaient peut-être sortir bientôt. Il a fini les crackers qu'ils avaient laissés. Il s'est endormi à un moment donné. Quand ils sont revenus, ils ne lui ont pas demandé s'il avait faim. Ils lui ont juste dit d'attacher sa ceinture et ont dit « Bon, dis à ta mère que tu étais fatigué et que tu ne voulais pas venir. » C'était le mensonge qu'ils avaient prévu de me raconter. C'est ce qu'ils auraient fait si mon fils n'avait rien dit. Ça me rend malade. Et puis est venu le rebondissement que je n'avais pas vu venir. 3 jours après les avoir mis à la porte, j'ai reçu un appel de l'hôpital. Mon père avait eu un accident de voiture alors qu'il allait chercher quelque chose dans un entrepôt. Sa jambe était brisée et il avait besoin d'une opération coûteuse. Ma mère m'a appelé depuis la salle d'attente, la voix tremblante maintenant, me demandant si je pouvais aider. Pas avec de l'argent, avec le consentement. Ils m'avaient mis comme personne à contacter en cas d'urgence quand ils ont emménagé dans la maison. D'une manière ou d'une autre, j'étais toujours sur les papiers. Sans moi, ils devraient attendre l'approbation du tribunal d'urgence pour autoriser l'opération. J'ai fait une pause. Je n'ai pas dit non. Je n'ai pas dit oui. J'ai juste dit « j'arrive ». Quand je suis arrivé à l'hôpital, ma mère était assise dans un fauteuil d'angle, regardant ses mains comme si elle ne savait plus ce qu'elles étaient. Je ne lui ai rien dit. Je suis allé directement au poste d'infirmière, j'ai confirmé que j'étais toujours inscrit comme personne à contacter en cas d'urgence et j'ai signé les formulaires. C'était tout. Il a fallu 5 minutes pour m'assurer que mon père recevrait l'opération dont il avait besoin. Quand je suis retourné dans la salle d'attente, elle pleurait doucement. Il a demandé pourquoi j'étais même venu, pourquoi je n'avais pas simplement ignoré l'appel, pourquoi je m'en souciais encore. Je lui ai dit la vérité, parce que mon fils regardait. Je savais qu'il demanderait où j'allais en quittant la maison. Je savais que je devrais expliquer. Et je savais qu'un jour, quand il serait assez grand pour se souvenir de cela, je voulais qu'il sache exactement qui nous sommes, pas qui ils sont. Nous n'abandonnons pas les gens. Nous ne punissons pas les gens quand ils font des erreurs. Nous ne tournons pas le dos quand quelqu'un est blessé, même s'il le mérite. Elle n'a rien eu à dire après cela. Juste hocher la tête. Pendant que mon père était en chirurgie, je suis resté avec elle en silence pendant plus de 2 heures. Et pas une seule fois elle n'a posé de questions sur mon fils. Pas une seule fois. Plus tard dans la soirée, après être rentré chez moi, ma sœur m'a envoyé un SMS. Juste 2 mots, tu es pathétique. Elle n'avait pas rendu visite à notre père. Pas une seule fois. Ses enfants ne sont pas venus. Elle n'a pas proposé d'aider. Elle n'a même pas demandé comment il allait. Elle s'est contentée de regarder de côté et de se moquer de la seule personne qui s'est présentée. Le lendemain, je suis retourné à l'hôpital. Mon père était réveillé, groggy à cause de la douleur, à peine capable de parler. J'ai pensé à faire demi-tour et à partir, mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté là et je lui ai dit tout ce que j'avais besoin de dire sur la façon dont je n'étais plus en colère. Non pas parce que je lui pardonnais, mais parce que je ne voulais plus gaspiller d'énergie à être blessé par lui. Je lui ai dit qu'il avait un choix maintenant. Il pouvait continuer à blâmer un enfant de 8 ans d'en faire trop, ou il pouvait commencer à essayer d'être le genre d'homme que mon fils voudrait peut-être connaître un jour. Il n'a pas répondu, mais il m'a regardé. Pour une fois, il n'a pas essayé de discuter. En partant,
je me suis arrêté au poste d'infirmière et j'ai payé la partie de la facture que leur assurance ne couvrait pas tranquillement, sans appeler personne, sans rien demander en retour. Mon fils dormait quand je suis rentré à la maison. Je me suis assis sur le bord de son lit et je l'ai regardé pendant 1 minute. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Mais cette histoire n'était pas finie. Pas encore. 1 semaine après l'opération, l'hôpital a libéré mon père. Je ne suis pas allé le chercher. Ma mère a trouvé un moyen. Je suppose qu'elle a demandé à un voisin ou peut-être même appelé ma sœur, bien que je ne serais pas surpris si elle n'avait reçu que du silence en retour. Ils se sont enregistrés dans un petit appartement de location de l'autre côté de la ville. Une chambre, à peine meublée. Ma mère a envoyé l'adresse par SMS mais ne m'a pas invité. Je n'ai pas demandé. Les choses se sont calmées après cela. Pas d'appel en colère, pas de message sur Facebook, pas de message de groupe dramatique, juste le silence. J'avais l'impression qu'ils étaient enfin en train de faire face à ce qu'ils avaient fait. Et honnêtement, ce silence était plus honnête que tout ce qu'ils avaient dit auparavant. Puis, 2 semaines plus tard, quelque chose a changé. Je sortais de l'épicerie avec mon fils quand je les ai vus. Ma mère et mon père se tenaient près des portes coulissantes comme s'ils attendaient. Mon premier instinct a été de faire demi-tour, de faire le chemin inverse, mais mon fils les a vus avant que je ne puisse le faire. Il a fait signe de la main. Ils ont fait signe de la main en retour. Et puis il a levé les yeux vers moi et a dit quelque chose qui m'a un peu brisé. Est-ce qu'ils peuvent venir à la maison maintenant? Je pense qu'il me manque peut-être. Il ne les demandait pas. Il essayait de pardonner sans comprendre ce que cela signifiait, parce que c'est ce que font les enfants. Ils donnent une seconde chance avant que les gens ne la méritent. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je leur ai dit que nous avions de la crème glacée qui fondait dans la voiture et que nous en parlerions plus tard. Cette nuit-là, j'y ai pensé longtemps, à la façon dont ils avaient gaspillé tant de chance, à la façon dont ils m'avaient montré à maintes reprises qui ils étaient vraiment, mais aussi à ce que cela signifierait de ne pas les laisser revenir maintenant que mon fils était prêt à le faire. Alors, le lendemain, j'ai envoyé un SMS, si vous voulez le voir, vous venez ici et vous le méritez. Ils se sont présentés le week-end suivant. Pas de cadeau, pas d'excuses. Mon père marchait avec une canne, et il a eu du mal à monter les marches. Ma mère a gardé les yeux au sol tout le temps. Mon fils les a accueillis comme si de rien n'était. J'ai regardé la façon dont mon père le regardait. Pas comme avant, pas avec cette tolérance aux lèvres serrées derrière laquelle il se cachait autrefois. Cette fois, il l'a vraiment regardé, a dit son nom doucement, a demandé comment se passait l'école. Ils sont restés moins d'1 heure. Ma mère a à peine parlé, mais quand ils sont partis, mon fils a souri tout le reste de la journée. Il ne savait pas que c'était un test. Il ne savait pas que j'observais chaque mot, chaque expression, attendant de voir si quelque chose avait changé. Mais quelque chose avait changé, juste un peu. Et puis est venu le moment auquel on ne s'attend jamais. 2 semaines se sont écoulées, puis une autre. Mes parents n'ont pas demandé à revenir, mais ils ont appelé une fois juste pour dire bonjour. Ma mère a fait court. Mon père a demandé si mon fils voulait aller manger un hamburger un jour, juste 2. J'ai dit, non, pas encore. Et ils n'ont pas discuté. C'est ainsi que j'ai su que quelque chose avait changé. Pour une fois, ils ne forçaient pas. Ils attendaient. Puis, un après-midi, j'ai reçu un appel de ma cousine Émilie. Il avait l'air confus, presque amusé. Elle a demandé si j'avais entendu ce qui s'était passé avec ma sœur. Je n'avais pas. Il s'avère qu'elle était retournée chez mes parents, ou avait essayé de le faire, après avoir découvert qu'il ne l'aidait plus à payer son loyer. Elle s'attendait à ce qu'ils emménagent avec elle, qu'ils l'aident à payer les factures, peut-être même à faire du babysitting comme ils le faisaient avant, mais ils ont dit non. Non catégorique. Elle a explosé, leur a dit qu'ils avaient choisi la mauvaise fille, les a accusés de trahison, de l'avoir abandonnée. Elle est sortie en trombe et ne leur a plus parlé depuis. Je n'y ai pas cru au début. Je pensais que c'était peut-être juste une autre dispute, l'une de ces disputes que les familles balaient sous le tapis et font semblant de ne jamais s'être produites. Mais 1 semaine plus tard, mon père a appelé. Il a demandé s'il pouvait parler en personne. Il est venu un dimanche, s'est assis en face de moi à la table de la cuisine. Mon fils était dans la pièce d'à accent grave côté en train de construire quelque chose avec des Legos. Mon père ne s'est pas excusé exactement,
mais il m'a dit qu'il avait vu quelque chose clairement pour la première fois, combien de dégâts avaient été causés par toutes les petites décisions, toutes les fois où ils avaient balayé les choses du revers de la main, ignoré ce qui était évident, trouvé des excuses à ce qui n'était pas juste. Et puis il a dit quelque chose que je n'aurais jamais pensé entendre. C'est toi qui t'es présenté quand c'était important. Pas elle, jamais. Et je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour le voir. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas essayé de me serrer dans ses bras. Il s'est juste assis là et a assumé. Et cela signifiait plus que n'importe quelle performance n'aurait pu le faire. Depuis, ça a été lent, prudent, contrôlé. Ils ont vu mon fils à quelques reprises. Nous nous rencontrons sur un terrain neutre, au parc et au glacier. J'observe leurs paroles. J'observe leur visage. J'observe tout. Mais mon fils est heureux. Il rit. Il demande quand nous les reverrons. Alors, je laisse les choses continuer un pas prudent à la fois. Je n'oublierai jamais ce qu'ils ont fait. Je n'ai pas besoin de le faire. Cette partie de l'histoire ne s'efface pas. Mais j'ai fait quelque chose dont je n'étais pas sûr d'être capable. Je les ai laissés regagner leur place. Pas parce qu'ils le méritaient, mais parce que lui, il le méritait. Et c'est là où nous en sommes maintenant. Pas guéris, pas entiers, mais enfin honnêtes. Et c'est plus que ce que nous n'avons jamais eu auparavant.